Bienvenue dans la Poétech. Aujourd'hui, on se penche sur une figure incontournable et il faut le dire, souvent assez énigmatique de la poésie française, Stéphane Mallarmé. Son influence sur la modernité littéraire est absolument immense, mais bon, la nature exacte de sa révolution poétique, ça continue de susciter des interprétations assez divergentes. Le dissident. Oui, tout à fait. Et la question centrale qui nous occupe, disons aujourd'hui, c'est où est-ce qu'elle réside, cette rupture mallarméenne? Est-ce que Mallarmé a principalement bouleversé la poésie par une démarche de critique philosophique radicale, en remettant en cause la notion même de sens et en adoptant une esthétique fondée sur la négation, sur l'expérience du néant? Ou alors est-ce que sa révolution est avant tout d'ordre linguistique et formel? Est-ce qu'il a transformé la matière même du poème par la suggestion, la musicalité propre à la langue et puis une conception nouvelle de l'autonomie du texte? Pour ma part, je vais défendre l'idée que l'apport vraiment décisif de Mallarmé, il se situe dans sa profondeur philosophique. Sa poésie, pour moi, c'est une pensée en acte, une critique des fondements de la vérité et du langage, menée de l'intérieur même de l'écriture poétique. Le dissident. Et moi, je proposerais une lecture alternative en mettant plutôt l'accent sur la manière dont Mallarmé a réinventé la poésie en agissant directement sur ses outils. La langue, oui, mais aussi sa syntaxe, ses sonorités et même sa disposition visuelle sur la page. Une révolution des formes et des moyens poétiques en somme. Si on considère un peu la trajectoire de Mallarmé, il me semble assez évident que son entreprise, elle dépasse le simple jeu formel pour s'inscrire dans une véritable quête philosophique. Il ne se prétend pas philosophe, hein, c'est vrai, mais sa pratique poétique, elle constitue une forme de critique radicale. Pierre Campion, d'ailleurs, dans son introduction à l'œuvre, il le situe très bien dans ce moment intellectuel post-hegelien où des penseurs comme Nietzsche cherchent à dépasser la philosophie traditionnelle par d'autres voies. Chez Mallarmé, cette voie, c'est la poésie. L'expérience fondatrice dont il parle dans sa correspondance des années 1866-1867, c'est celle du néant, un terme assez chargé qui renvoie à une confrontation avec l'absence de fondement ultime, une sorte de dissolution du sens traditionnel. Il dit l'avoir atteinte en creusant le verre, ce qui lie très intimement cette expérience métaphysique à la pratique poétique elle-même. Et de là découle une esthétique de la négation, de l'effacement. La destruction fut ma Béatrice, il écrit ça. Ce n'est pas juste une crise personnelle, c'est vraiment le socle d'une remise en cause du sens avec un grand S, qui n'est plus vu comme une donnée transcendante, mais comme une production humaine, un enjeu de création. La poésie devient alors ce qui tente de combler le vide laissé par l'absence divine ou métaphysique. Son objectif ultime, ce n'est pas tant l'émotion subjective, mais une intellectuelle parole à son apogée, qu'il désigne comme la véritable musique. Alors attention, il ne s'agit pas de la musique sonore, mais de l'ensemble des rapports exacts qui structurent l'univers, une harmonie intellectuelle que seul le vers rigoureusement construit peut révéler. Cette quête d'une vérité structurelle, elle implique nécessairement, comme il l'énonce dans Crise de vers, la fameuse disparition élocutoire du poète. L'impersonnalité, il écrit dès 1867 « Je suis maintenant personnel », c'est pas une coquetterie, c'est la condition pour que le texte parle de lui-même et révèle ses structures pures. Mhm. Je vois les choses sous un angle un peu différent. Cette expérience du néant, cette quête philosophique, oui, elles sont indéniables, bien sûr, mais pour moi, elles se traduisent avant tout par une transformation radicale de la pratique, linguistique et poétique. C'est vraiment là que réside la révolution, à mon sens. Mallarmé, il s'oppose consciemment aux Parnassiens, qui, selon lui, prennent la chose entièrement et la montrent. Lui, il choisit la voie inverse, celle de l'allusion, de la suggestion. Sa réponse à l'enquête de Jules Ray en 91 est capitale là-dessus. Nommer un objet, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème qui est faite du bonheur de deviner peu à peu. Le suggérer, voilà le rêve. Cette poétique de la suggestion, elle est vraiment au cœur de son travail sur la langue. Ensuite, il explore la musicalité, non pas comme un simple ornement, attention, mais comme une qualité intrinsèque du langage, comme des formes sonores en mouvement, pour reprendre l'expression du critique musical Hans Lick que cite Lucia Passini. Les mots chez Mallarmé, ils se détachent un peu de leur fonction référentielle première. Ils évoquent, ils créent une atmosphère, ils signifient musicalement. L'exemple célèbre de Crise de vers, « Je dis une fleur et, musicalement, se lève
idée même est suave, l'absente de tout bouquet. Ça illustre ça parfaitement. La fleur concrète, hop, elle disparaît au profit de son essence évoquée par le langage. On peut penser aussi au poème Sainte, cette musicienne du silence dont l'existence est purement suggérée par la musique implicite du vers. Et en parallèle, le texte poétique gagne une autonomie, sans précédent. Déjà en 1866, il écrit à Copé que dans son poème Hérodiade, les mots se reflètent les uns sur les autres jusqu'à paraître ne plus avoir leur couleur propre. La signification, elle naît de ce jeu interne de reflets et de relations entre les mots, bien plus qu'une référence directe au monde extérieur, ce que certains appellent l'abolition du Welbezug. S'accompagne d'innovations formelles majeures, un travail très subtil sur le rythme, tout âme est un nœud rythmique, sur la prosodie, et puis surtout, l'explosion de la page dans Un coup de déjà m'énabolira le hasard, qui introduit une dimension spatiale, visuelle, complètement inédite, où la disposition des mots, des blancs, devient significante. Quant à l'impersonnalité, moi je la conçois moins comme un effacement pur et simple que comme la naissance d'un sujet, d'un nouveau genre, un sujet purement poétique qui n'est pas l'homme mal armé, mais une voix, une instance qui émerge de la singularité même de la langue déployée, sa syntaxe unique, son rythme particulier. C'est un peu ce que semble pointer Henri Méchonic quand il commente la remarque de Mallarmé à Verlaine « Vous tenez vraiment votre syntaxe ». Tenir sa syntaxe, c'est créer son sujet dans la langue en quelque sorte. Je comprends bien l'importance que vous accordez à ces transformations linguistiques, mais j'insiste sur le fait qu'elles sont, à mon sens, quand même subordonnées à l'intention philosophique initiale. Cette volonté de suggérer plutôt que de nommer, par exemple, elle découle directement de la critique du langage comme outil capable de saisir le réel ou la vérité. Si le sens absolu s'est retiré, eh bien le langage ne peut plus prétendre nommer les choses dans leur essence. Il ne peut qu'évoquer, créer des constellations de sens précaires. Le point de départ, ça reste cette confrontation au néant, cette prise de conscience des limites de la représentation. L'époque de Mallarmé, elle est marquée par une crise de la pensée, avec Hegel en arrière-plan et puis Nietzsche comme contemporain critique. Sa poésie, elle s'inscrit là-dedans. C'est une tentative de penser les limites du langage, de la vérité, peut-être pour atteindre une forme de vérité négative, une vérité qui se dit dans l'absence, dans l'ellipse. Il écrit dans Crise de vers que le vers philosophiquement rémunère le défaut des langues, complément supérieur. La poésie n'est donc pas un simple jeu avec les mots, non, elle est investie d'une mission cognitive, philosophique. Elle cherche à dire quelque chose que la langue commune ou le discours philosophique traditionnel ne peuvent plus atteindre. C'est une entreprise de connaissance, même si cette connaissance passe par des voies détournées, par la négation, par ce qu'il appelle l'abolition, le dissident. C'est une lecture, oui, c'est cohérent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas renverser la perspective ? Est-ce que ce n'est pas justement en explorant les potentialités propres au langage poétique que Mallarmé rencontre ces questions philosophiques ? Sa critique ne serait alors pas tant le point de départ, mais plutôt une conséquence de son travail sur la langue. Il dit lui-même vouloir s'en tenir aux 24 lettres de l'alphabet, comme si le matériau premier c'était la langue elle-même, et non pas une idée philosophique préexistante. Son projet, tel qu'il le décrit parfois, c'est d'abolir la réalité des choses au sein même du langage. Il ne s'agit pas tant de formuler une philosophie sur l'absence de réalité que de réaliser cette abolition dans le poème, par des moyens spécifiquement linguistiques. La déconstruction de la référence directe, l'ambiguïté entretenue, la mise en avant de la sonorité, de la matérialité des mots. Lucia Passini, d'ailleurs, en s'appuyant sur Campion, elle note bien qu'il s'agit d'abolir la réalité au sein des objets fabriqués par l'esprit, c'est-à-dire dans les mots eux-mêmes. Le but premier, il me semble, n'est pas tant d'aboutir à une doctrine philosophique sur le néant que de transformer radicalement la pratique de l'écriture pour la rendre capable de générer des effets de sens inédits, des expériences de lecture irréductibles à une paraphrase conceptuelle. La philosophie serait alors une sorte d'horizon ou de conséquence de cette pratique linguistique révolutionnaire. Bon, alors parlons de cette fameuse musique. Vous insistez sur la musicalité sonore, mais Mallarmé lui-même, il prend soin de distinguer la musique, avec un M majuscule, de la simple musique instrumentale ou même de l'euphonie. Pour lui, la musique véritable, comme il l'expose dans Crise de vers ou la musique et les lettres, c'est quelque chose de bien plus abstrait, de plus fondamental. C'est
L'ensemble des rapports existants dans tout, une structure intellectuelle, une sorte d'architecture secrète de l'univers que la poésie, par la rigueur de sa construction, notamment celle du vers classique comme l'alexandrin, dont il admire la fixité et la capacité à créer un cintre de suspens vibratoire, a pour mission de révéler. C'est une quête d'ordre, de structure, presque mathématique, comme l'ont souligné des critiques comme Pasini ou Laurent Genny. La musicalité au sens habituel, les effets sonores, le rythme sensible, bien qu'il soit important, oui, serait subordonné à cette quête de la musique intellectuelle, structurelle. Le son participe à l'édifice, certes, mais c'est l'architecture globale qui prime. Je ne crois pas qu'on puisse subordonner si facilement la musicalité sensible à cette musique intellectuelle. Les deux sont peut-être les deux faces d'une même médaille, non? L'expérience poétique que propose Mallarmé, elle passe fondamentalement par le sensible, par ces formes sonores en mouvement que j'évoquais tout à l'heure. Ce n'est pas juste une affaire d'harmonie imitative ou d'agrément sonore. C'est le rythme profond du langage, ce nœud rythmique qu'il associe à l'âme elle-même. C'est la manière dont la suggestion musicalement se lève, comme il le dit. Il cherche à rapprocher le langage poétique de l'état de la musique instrumentale, qui signifie sans référer directement, libérant ainsi ce que Roger Dragonetti appelle la dispersion volatile de l'esprit. Le poème Sainte, cette musicienne du silence qui joue d'un instrument immatériel, viol de Crémone fut jadis, c'est un exemple parfait de cette musique née de l'absence de son réel, une présence suggérée par le rythme, l'image, la sonorité même des mots. Poésie sur la musique. Mallarmé, il semble proposer une sorte de synthèse. Et la poésie devient cette musique supérieure, en exploitant à fond les ressources musicales, sonores, rythmiques et même silencieuses qui lui sont propres, intrinsèques au langage. La structure intellectuelle, elle ne se révèle peut-être qu'à travers cette expérience sensible finalement. Cette tension, oui, elle nous ramène inévitablement à la question de l'impersonnalité. Si la poésie vise cette musique structurelle, cette vérité impersonnelle des rapports, alors la disparition élocutoire du poète devient une nécessité logique. Mallarmé l'affirme sans détour. Je suis maintenant impersonnel. Il veut que le texte parle seul, sans la voix de l'auteur, comme il le confie dans son autobiographie. La rigueur formelle, l'usage de formes contraignantes comme l'alexandrin ou le sonnet, ça participe de cet effacement du sujet empirique, de l'individu avec ses émotions contingentes. Il s'agit de laisser place à la structure pure, aux rapports exacts, qui constituent l'essence de l'œuvre. L'œuvre pure, c'est une œuvre dépersonnalisée, objectivée. Le dissident, je comprends l'argument, oui, mais je ne suis pas tout à fait convaincue que cette impersonnalité soit un simple effacement ou une objectivation totale. Je reviens à cette idée, défendue par Méchonic et d'autres, que cette disparition est en fait une opération bien plus complexe. Elle fait émerger un nouveau type de sujet, un sujet spécifiquement poétique. Ce sujet, ce n'est pas Stéphane Mallarmé, l'homme né en 1842, mais c'est une instance énonciative qui se constitue dans et par le langage du poème. C'est la singularité de la prosodie, le rythme unique, la syntaxe disloquée mais maîtrisée. Vous tenez vraiment votre syntaxe qui crée cette voix poétique. Elle est impersonnelle, au sens où elle n'est pas celle de l'individu biographique, d'accord ? Mais elle est profondément singulière au sens où elle naît de cette configuration linguistique unique. Et puis il y a autre chose. La poétique de la suggestion, elle ne fonctionne qu'en impliquant activement le lecteur. Mallarmé parle de donner au lecteur cette joie délicieuse de croire qu'il crée. L'impersonnalité du texte, elle ouvre donc un espace pour une subjectivité active du côté de la réception. Il y a donc une dialectique assez complexe entre l'effacement de l'auteur empirique et l'émergence d'un sujet poétique et d'un sujet lecteur, tous deux pris dans le jeu du langage. Ce n'est pas une simple absence, loin de là. Alors, pour conclure un peu sur l'héritage, où est-ce qu'on situe l'impact majeur de Mallarmé ? Malgré la richesse indéniable des innovations formelles, je persiste à croire que son legs le plus profond est d'ordre philosophique. Sa poésie est une pensée, une méditation en acte sur l'absence, sur la nature de la représentation, sur les pouvoirs et les limites du langage, confrontés au silence du monde. Cette critique radicale du sens, analysée par Campion, elle a eu une influence considérable sur la pensée du XXe siècle, notamment sur des auteurs comme Maurice Blanchot, qui ont trouvé chez Mallarmé une exploration exigeante de l'expérience littéraire comme confrontation aux limites. La capacité de sa poésie à se faire véhicule d'une pensée critique, à devenir ce complément supérieur à la philosophie, ça me semble être son apport le plus durable. Le dissident ?
Je vois son héritage principal ailleurs, même si je reconnais tout à fait la portée philosophique, bien sûr. Pour moi, ce qui a fondamentalement changé la donne, c'est le renouvellement radical des moyens de la poésie. Il a légué aux poètes qui l'ont suivi une sorte de boîte à outils entièrement neuve, la primauté de la suggestion sur la description directe, l'exploration de la syntaxe comme espace de création, l'utilisation de la musicalité intrinsèque du langage, et puis bien sûr l'invention d'une poésie spatiale avec un coup de dé. Il a libéré le signifiant, il a montré que le poème pouvait construire son propre univers de sens à partir de la matérialité sonore et visuelle des mots. C'est cette révolution pratique qui a ouvert la voie à une grande partie de la poésie moderne et contemporaine, d'Apollinaire et des avant-gardes jusqu'à la poésie la plus expérimentale. Et comme je le suggérais, il a peut-être aussi inventé le sujet poétique moderne, ce sujet qui ne préexiste pas au poème, mais qui s'y tisse dans la trame même du langage. C'est une révolution de la pratique poétique et de la conception même du poème. En définitive, donc, je maintiens que Mallarmé fut ce poète philosophe, engagé dans une assesse du langage pour toucher, à travers la négation et l'impersonnalité, à une forme de vérité structurelle, cette musique intellectuelle qui se révèle dans la rigueur formelle du vers. Sa poésie, c'est une critique exigeante du sens et de la représentation. Le dissident. Et de mon côté, je persiste à voir en lui avant tout un révolutionnaire du langage poétique lui-même, un inventeur de formes et de significations nouvelles. Par la suggestion, la musicalité, la spatialisation, il a affranchi le poème de la simple imitation du réel et il a fait naître une subjectivité poétique inédite, forgée dans la singularité de l'énonciation. C'est vrai, cela dit, que distinguer radicalement ces deux aspects chez Mallarmé est sans doute une gageure. Une transformation aussi profonde du langage poétique ne pouvait qu'avoir des répercussions philosophiques majeures sur notre compréhension du sens, de la vérité, de la subjectivité. Le dissident. Absolument. Et inversement, une ambition philosophique aussi radicale que la sienne ne pouvait que le pousser à réinventer entièrement les outils linguistiques pour tenter de l'exprimer. La complexité et la richesse de l'œuvre de Mallarmé, elle défie toute simplification. Elle reste, pour reprendre une formule d'Ezra Pound, une sorte de « news that stays news », une source inépuisable de questionnement et d'interprétation qui nous invite sans cesse à replonger dans le mystère de ces textes.